sur le nouveau plan d'épargne retraite. Alors déjà, comme petite introduction pour ceux qui ne me connaîtraient pas ou pas bien ou pas suffisamment, donc je m'appelle Sébastien Tréville, je suis conseiller en investissement depuis 3 ans et j'ai créé mon cabinet de gestion de patrimoine en 2018 qui s'appelle Avenir Conseil et Investissement et dont le siège social est dans le Loiret, mais j'habite en région parisienne. Voilà pour les grandes lignes. Pourquoi je fais ce métier? C'est tout simplement pour apporter les conseils de base sur l'investissement, autant financier qu'immobilier, sachant que de plus en plus, les gens s'y intéressent, veulent comprendre, veulent connaître tout cet environnement. Donc, je suis là pour tout simplement pour apporter des clés qui peuvent manquer aux personnes qui ne sont pas professionnelles, forcément. Donc, dans les 2 prochains mois, je vais aborder 8 thématiques. Donc, vous pouvez les retrouver sur mon profil LinkedIn. Je communiquerai régulièrement. C'est assez simple. Je vais en faire une toutes les semaines, le lundi soir, à part une des semaines pendant les vacances scolaires. Vous verrez sur les thèmes, j'essaie d'aborder un peu tous les produits connus, les plus connus, on va dire, sous un format assez court de 30 minutes pour vraiment, sous ce délai, essayer de vous donner les grandes clés de ce produit en particulier. Donc, pendant ces 30 minutes, je vais présenter globalement le contexte et comment fonctionne tel ou tel produit. À la fin, on se laissera quelques minutes si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à les noter sur le côté en attendant. Donc, avant de parler à proprement parler du plan d'épargne retraite, je voulais vous donner quelques éléments de contexte. Le plan d'épargne retraite a été créé en 2019 avec la loi Pacte, donc fin 2019. Cette loi, quand elle a été créée, il y avait plusieurs idées que le gouvernement avait, 5 grandes idées qui ont amené à créer ce plan d'épargne retraite. La première idée, le premier objectif, c'était tout simplement de développer l'épargne retraite. Pourquoi? Si on reprend le contexte aujourd'hui, le régime de la retraite est un régime par répartition, donc qui s'appuie sur 2 régimes que sont le régime de base et le régime complémentaire. Donc, leur principe est assez simple, c'est que les actifs vont cotiser sous forme de trimestre ou sous forme de points, et les retraités vont avoir des allocations en fonction des points et des trimestres qu'ils auront cotisés. Donc, ce régime qui est obligatoire peut être un petit peu insuffisant. Donc, le régime de base, pour les salariés, c'est la sécurité sociale. Pour les TNS, il y a RSI, d'autres choses pour la profession libérale, etc. Régime complémentaire, pareil, il y a AGIRC, ARCO, d'autres choses pour les travailleurs non salariés. Tout ça, c'est la retraite par répartition. L'État souhaite mettre de plus en plus en avant la retraite par capitalisation, où là, le principe, il est tout simple, il est de mettre de côté pour soi, finalement, en faisant fructifier autant que faire se peut, dans l'objectif d'utiliser ce capital au moment de la retraite. Le deuxième objectif, lors de la création de la loi Pacte, ça a été d'assurer la portabilité. Donc évidemment, il existait déjà des produits pour la retraite, le PERP, qui est le plus connu, on va dire, qui est assez similaire au PER actuel, donc plan d'épargne retraite actuel. Le Madelin, plutôt côté travailleurs non salariés cette fois, mais globalement sous le même principe. Également le PERCO, que ceux qui ont un plan d'épargne entreprise ont peut-être un PERCO, qui est proposé par leur entreprise. C'est le plan d'épargne retraite collectif cette fois-ci, ce n'est plus individuel. Et enfin, PERE et article 83, donc PERE, plan d'épargne retraite entreprise. Article 83, c'est exactement la même chose. Le principe, cette fois-ci, c'est d'avoir des cotisations forcées, définies, aussi bien pour le salarié que pour l'entreprise, qui va permettre à terme, c'est-à-dire à la retraite, d'avoir une rente complémentaire à ce qu'on peut avoir par ailleurs. Donc, l'idée, c'était tous ces éléments-là, pouvoir, les homogénéiser et pouvoir les regrouper au sein d'un même dispositif, aujourd'hui qui s'appelle le PER, et d'assurer évidemment la portabilité de tous ces dispositifs vers le nouveau PER. Troisième objectif, c'était d'offrir de nouvelles perspectives de rendement. La retraite par capitalisation, c'est bien, on veut mettre de l'argent de côté, on veut aussi que ça fructifie.
L'idée, c'est d'avoir des rendements sur ce qu'on va placer sur son plan d'épargne retraite pour que petit à petit, ça fasse un peu plus d'intérêt. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur un exemple que je donne régulièrement, sur une personne qui souhaiterait à 20 ans commencer à épargner pour sa retraite, on pourrait se dire que c'est tôt, mais à 20 ans, on a à peu près 45 ans devant soi avant la retraite. Donc, si la personne en commençant à 20 ans met 100 euros par mois et se contente de capitaliser ce montant sans le placer, donc à 0%, il va accumuler 54 000 euros. Si cette fois-ci, il place ses 100 euros par mois à 5%, il va avoir 200 000 euros au bout de 45 ans. Et s'il le place à 10%, il va cette fois-ci avoir plus d'1 million d'euros au bout de 45 ans. Ça, c'est lié à deux facteurs. Le premier, c'est le rendement. Donc, vous avez vu la différence entre 0%, 5% et 10%. Et le deuxième facteur qui est très important, c'est le temps. Le temps va permettre justement cette mécanique des intérêts composés. Mais pour ça, il faut évidemment des rendements. Avec un rendement nul, ça ne fonctionne pas. La quatrième idée, c'était le quatrième objectif, c'était de protéger l'épargnant en vue de sa retraite. Donc, grosso modo, il y a une sectorisation des comptes, de la comptabilité, pour que les assureurs gèrent différemment la partie épargne classique de la partie épargne retraite. Là, on est sur des choses un peu plus techniques. Dernier objectif, de par ce nouveau plan d'épargne retraite, c'était de stimuler la concurrence. On retrouve un peu l'objectif 3 aussi, quand on stimule la concurrence, c'est aussi pour proposer de meilleures perspectives de rendement, de nouveau pour que, au-delà de la capitalisation, il puisse y avoir des intérêts qui vont s'accumuler sur ces plans d'épargne retraite. Voilà pour le contexte global qui a mené à la création de ce plan d'épargne retraite qu'on appellera PER. On va rentrer un peu plus dans les détails sur l'explication de ce PER, comment il fonctionne. La première chose à savoir, c'est que ce PER est composé de 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est un compartiment individuel. C'est-à-dire que c'est vous qui allez le mettre en place et dessus, il ne sera alimenté que par des versements volontaires de votre part. C'est typiquement ce qui existait avant, comme le PERP ou le Madelin. Le deuxième compartiment est cette fois-ci collectif. Il sera mis en place par votre entreprise ou vos entreprises, celles dans lesquelles vous allez passer. Ce PERCO, donc à la fois ancien PERCO, à la fois plan d'épargne retraite collectif, finalement on retrouve un petit peu les mêmes terminologies, va être alimenté cette fois-ci par l'intéressement. Alors l'intéressement, quand vous le recevez, tout comme la participation, vous pouvez décider de le récupérer, de le placer sur le plan d'épargne d'entreprise ou sur le PERCO. Donc, je ne parlerai plus du PE, le plan d'épargne d'entreprise, puisque là, on n'est pas sur un dispositif dédié à la retraite. On va vraiment se concentrer sur le PERCO cette fois-ci, qui est lui dédié à la retraite. Intéressement, participation. On peut également transférer des jours de congé qu'on n'aurait pas pris dans l'année. Et enfin, on va pouvoir abonder. Quel est le principe de l'abondement? C'est pour tout versement volontaire que vous allez faire sur cette épargne collective, cette fois-ci, l'entreprise va abonder, c'est-à-dire ajouter une somme d'argent en fonction de l'accord d'entreprise. Ça peut être 50%, 100%, 300%. Autrement dit, si je verse 1 000 euros sur mon plan d'épargne retraite collectif, si je suis abondé à 50%, l'entreprise va verser 500 euros. Si c'est à 100%, elle va verser 1 000 euros. Si c'est à 300%, elle va verser 3 000 euros. Donc, ça peut être très intéressant. Dernier compartiment, c'est le compartiment catégoriel. Donc là, on est sur des versements obligatoires et définis, à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. C'est anciennement ce qu'on appelait article 83 au PERE. Et la particularité, on va dire, de ce compartiment catégoriel, c'est qu'il va avoir une sortie en rente, là où les 2 premiers compartiments vont pouvoir avoir une sortie en capital. Il faut savoir que historiquement, le PERP et le Madelin avaient une sortie 20% en capital, 80% en rente. Et avec le PER, on va pouvoir sortir cette fois-ci 100% en capital. Donc, c'est un des avantages aussi qui est proposé par le PER. Alors, le PER, on peut en avoir plusieurs, c'est-à-dire que vous pouvez décider d'avoir un PER où vous allez alimenter cette partie individuelle, par exemple, puis aller dans une entreprise qui va vous proposer un PER
avec une partie collective, mais dans le temps, vous allez pouvoir regrouper l'ensemble de vos PER dans un seul et même PER, puisqu'on peut passer les compartiments d'un côté et de l'autre à volonté, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les anciens dispositifs. Vous pouvez par exemple avoir plusieurs percos, vous avez fait 10 sociétés, vous avez eu 10 percos du coup. Alors, ce qui est important de comprendre et qu'on entend régulièrement, on entend régulièrement parler de la fiscalité liée au PER, qui est un peu particulière. Donc, sur les deux derniers compartiments, on va passer assez rapidement, donc sur le collectif et le catégoriel. Déjà, il y a un avantage sur la fiscalité pour les employeurs lié au forfait social, alors en fonction plus de la taille de l'entreprise. On ne va pas trop rentrer dans les détails puisque ce n'est pas celle qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui, par contre, est intéressant pour le salarié, c'est que ce qui est versé par l'employeur sur la partie collective, le compartiment collectif ou sur le compartiment catégoriel, va être exonéré d'impôt sur le revenu. Alors ça, c'est intéressant. Attention sur la partie PER collectif. Évidemment, si on parle d'abondement, c'est-à-dire si vous versez de l'argent et qui est ensuite abondé, la partie que vous avez versée, c'est votre épargne qui vient certainement de la rémunération, de votre rémunération sur laquelle vous avez payé de l'impôt sur le revenu. Mais par contre, tout ce qui est versé par l'entreprise, intéressement, participation, abondement, etc., n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Donc là, c'est un vrai gain en termes de fiscalité. Pour le compartiment individuel, donc on a quelque chose qui est assez intéressant, qui est qu'on peut déduire de l'impôt sur le revenu ce qu'on va verser sur ce plan d'épargne retraite individuel. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une base imposable, un net imposable de 30 000 € et que vous avez versé 1 000 € sur votre plan d'épargne retraite compartiment individuel, vous allez pouvoir déduire ces 1 000 € de votre net imposable. 30 moins 1 000, vous n'êtes plus qu'imposable à hauteur de 29 000 €. Concrètement, ça fait un gain fiscal à hauteur de votre investissement fois votre taux marginal d'imposition. Vous savez qu'il y a des tranches d'imposition, 0, 11, 30, 41, 45%. Donc, si vous êtes à 30%, à chaque fois que vous allez enlever 1 000 € de votre base imposable, concrètement, vous allez gagner 300 € d'impôt. D'accord? Alors, petite particularité sur ce compartiment individuel, vous pouvez avoir une réduction d'impôt, mais vous pouvez également faire un versement volontaire qui n'est pas déductible, sans vouloir qu'il soit déductible. Je donne un exemple. Vous avez l'habitude d'alimenter votre plan d'épargne retraite tous les ans et vous faites une année sabbatique où vous allez ne pas être fiscalisé. Cette fois-ci, ça n'a pas d'intérêt de déduire de l'impôt sur le revenu puisque vous n'allez pas en payer. Donc, l'idée, ça va être cette année-là de faire des versements volontaires non déductibles. Au moment de la retraite, ces versements volontaires vont être traités différemment. Donc, ça va être géré justement par le PER qui va identifier les versements volontaires déductibles de l'impôt sur le revenu et ceux qui ne sont pas déductibles. Alors, évidemment, comme je vous ai dit, le gain fiscal, il est directement proportionnel à votre taux marginal d'imposition. Quelqu'un qui va être fortement fiscalisé va avoir plus d'intérêt à déduire de l'impôt sur le revenu que quelqu'un qui est faiblement fiscalisé. Alors ça, c'était pour la fiscalité à l'entrée. Mais petite surprise, il y a une fiscalité à la sortie. Sinon, ça serait trop beau. Alors pareil, je vais commencer par le plan d'épargne retraite collectif. Alors je ne parle pas du catégoriel puisque c'est une fiscalité en rente, c'est un peu différent. On va se concentrer sur la sortie en capital, sur le collectif. Donc évidemment, vous n'êtes pas fiscalisé, enfin évidemment, ça va mieux en le disant, ceci dit, vous n'êtes pas fiscalisé sur cette partie épargne collective. Autre avantage sur la plus-value, puisque forcément, vous allez laisser votre argent fructifier. On espère que vous avez même fait une belle plus-value. Vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu sur ces plus-values, sur le compartiment collectif. Par contre, comme toujours, on n'y est seul jamais, vous avez les prélèvements sociaux qui sont appliqués sur ces plus-values. Assez simple sur la partie collective. Sur la partie individuelle cette fois-ci. Alors, deux cas, versement volontaire non déductible ou déductible. Si c'est non déductible à l'entrée, vous n'allez pas être fiscalisé à la sortie. Donc, sur ce que vous avez versé, vous n'allez pas avoir de fiscalité. Sur les plus-values, par contre, vous êtes imposé au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Si par contre, vous aviez déduit vos versements volontaires,
vous allez être imposé sur l'impôt sur le revenu pour ce que vous allez récupérer. Donc là, attention, si vous étiez un TMI à 30% et que vous avez déduit à 30% et qu'à la sortie, vous êtes toujours à un TMI de 30%, vous allez être fiscalisé à hauteur de 30%. Finalement, ce que vous avez gagné d'un côté, vous l'avez payé de l'autre. Vous allez me dire, ça ne sert à rien. Il y a quand même un petit intérêt, c'est qu'au moment de verser finalement la réduction d'impôt que vous allez avoir, si vous la réinvestissez, on va quand même supposer qu'elle va elle aussi générer des intérêts. Donc, par exemple, si vous avez placé 1 000 €, que vous étiez un TMI de 30%, vous avez gagné 300 €. Si vous avez réinvesti ces 300 €, au fil du temps, ça va peut-être devenir 600 €, 900 €. Auquel cas, quand vous allez repayer à la sortie ces 300 € de fiscalité, finalement, il vous en restera un petit peu. Donc, il y a un gain à replacer l'avantage fiscal. Autre chose, sur les plus-values, de nouveau, c'est 30%, donc prélèvement forfaitaire unique. Alors, pensez à d'autres solutions qu'on peut utiliser pour la retraite sous le même principe, par exemple l'assurance vie. Vous savez qu'il peut y avoir une fiscalité plus avantageuse que justement sur les plus-values, que ces 30%-là, que ces prélèvements forfaitaires uniques. Donc voilà, il y a une balance à faire, il y a une étude à réaliser pour savoir quel sera le plus intéressant entre le plan d'épargne retraite et l'assurance vie. Ce qui évidemment est plus intéressant, c'est si le TMI va baisser au moment de la retraite. Pensez à quelqu'un qui est sur la tranche à 30% et qui est plutôt sur le bas de la tranche. Au moment de la retraite, il va avoir des revenus qui vont être inférieurs. Il va certainement passer sur une tranche marginale d'imposition inférieure et auquel cas, il va être refiscalisé sur une base inférieure à la défiscalisation qu'il a eue en entrant. Je vais donner un petit exemple pour mieux comprendre. Je suis à 30%, donc je place 1 000 €, je gagne 300 € à le placer. Et une fois que je récupère ces 1 000 €, si je suis sur un TMI à 11%, j'ai baissé ma tranche marginale d'imposition, je vais donc devoir payer en fiscalité 110 €. Donc, il y a eu un gain entre les deux de 190 € qui sont dans ma poche, en plus des plus-values dont je parlais tout à l'heure. Ce qui va être le plus important pour déterminer l'avantage justement de cette fiscalité, ça va être le TMI à l'heure actuelle par rapport au TMI estimé lors du départ en retraite. De nouveau, pensez à des profils de personnes qui ont une rémunération qui n'est pas fixe, qui peuvent passer d'un taux marginal d'imposition à l'autre. Forcément, si on passe dans une tranche qui est supérieure à notre tranche habituelle, c'est presque le moment de mettre un peu plus dans le PER parce que ça va nous permettre de redescendre finalement dans cette tranche marginale d'imposition inférieure. Donc, particulièrement intéressant. Autre grand principe, le plafond. Donc, on va être plafonné dans le sens où on ne va pas pouvoir verser autant qu'on veut en déduisant de sa base imposable. Si les versements volontaires non déductibles, vous pouvez en faire autant que vous voulez, évidemment. Par contre, vous ne pouvez pas déduire autant que vous voulez. Il y a des plafonds à respecter. Alors, pour faire simple, sur ces plafonds, si vous n'avez qu'une chose à retenir, c'est que c'est 10% des revenus imposables. Ça vous donne l'ordre d'idée. Donc, les slides datent de 2019, donc c'est pour ça que tout est à 2019. En 2019, votre plafond pour votre épargne retraite, c'est 10% de vos revenus professionnels de l'année précédente, donc on est en train de déclarer forcément, qui est de 2018. Alors attention, il y a des petites subtilités, c'est qu'il y a des cotisations versées sur certains dispositifs vont être à déduire de ce plafond-là. Une petite aide que vous pouvez avoir, c'est que ces plafonds sont indiqués sur votre fiche d'imposition. Malheureusement, ils sont souvent erronés. Non pas que la fiche d'impôt vous renvoie des valeurs erronées, mais ils se basent sur des données finalement que généralement on n'indique pas dans la fiche d'impôt parce que ce n'est pas obligatoire, parce qu'on oublie de le faire, parce qu'on ne sait pas le faire. Et donc du coup, les plafonds se calculent sur des données qui sont généralement incomplète et donc forcément le plafond n'est pas correct. Donc je vous invite avant de vouloir aller jusqu'en haut du plafond à vous rapprocher d'un conseiller en investissement, évidemment, pour revoir ce plafond, s'assurer qu'on est bien dans les clous. Autre chose qui peut être particulièrement intéressant, c'est que les plafonds des 3 années précédentes sont reportés. En l'occurrence, en 2019, on pouvait récupérer le plafond de 2018, 2017 et 2016.
Et ça peut être intéressant, notamment quand on commence à mettre dans son plan d'épargne retraite, on a peut-être envie de récupérer les plafonds de l'année précédente pour mettre un peu plus. Ou pareil, quelqu'un qui ne mettrait pas régulièrement dans son PER, qui est plus fiscalisé une année, ça peut être intéressant de mettre un peu plus, y compris que le plafond de l'année, et d'aller taper sur les plafonds précédents. Et ces plafonds vont rouler comme ça d'une année sur l'autre. Enfin, dernière chose sur le plafond qui concerne cette fois-ci les travailleurs non salariés, qui sont les plafonds qu'on appelle MAT 10 et MAT 15. Donc, de nouveau, là, c'est quelque chose de particulier pour les travailleurs non salariés. Si vous voulez qu'on en discute plus en détail par la suite, ce sera avec plaisir, mais je préférais ne pas en parler dans le contexte général. Alors, j'ai un peu parlé des sorties, on va dire, qui est possible à 100% en capital, contrairement au dispositif précédent. D'autres choses sont intéressantes, c'est qu'on peut sortir, il y a des cas de déblocage anticipé, un peu comme ceux qu'on pouvait avoir sur le PERCO, notamment pour la résidence principale, et ça peut être quelque chose de particulièrement intéressant. Attention, par contre, de nouveau, ce qu'on a déduit à l'entrée est refiscalisé à la sortie, et donc ça peut avoir un coût, notamment quand on sort une somme importante, chose qu'on fait peut-être moins à la retraite, et donc normalement c'est plus optimisé pour la retraite. Donc ça vient conclure, c'était le slide de conclusion de cette partie, les grands principes. Donc là, ça vous donne une vue un peu globale de ce qu'est le PER. Et pour terminer, je vais parler un petit peu des opportunités qu'il y a autour de ce plan d'épargne retraite. Pourquoi il y a des particularités et des opportunités exceptionnelles? Tout simplement parce que ce dispositif est jeune et que, comme je vous l'ai dit au préalable, dans le contexte de création de ce PER, l'État voulait favoriser ces plans d'épargne retraite et donc a permis quelques avantages. Alors, premier avantage qui est terminé, alors je ne vous le dis pas pour vous énerver, évidemment, surtout si vous avez un article 83 ou un PERE qui court encore, mais plus pour vous faire comprendre que tout ça, c'est un peu des subtilités qu'on ne maîtrise pas forcément. Évidemment, on ne les connaît pas toutes. D'où, de nouveau, l'intérêt d'avoir un conseiller qui va pouvoir avoir cette vision globale et vous donner ces petites astuces. Moi, je l'ai fait pas mal avec mes investisseurs sur ce début d'année qui avaient des articles 83 pour les faire passer en PERP, puisqu'en fait, il était permis de transférer ces articles 83 en PERP. Donc déjà, premier avantage, on passait d'un produit qui était 100% en sortie en rente à un produit qui était 20% en capital et 80% en rente. Donc ça permettait de récupérer un peu du capital. Et surtout, le PERP peut être transformé en PER. Et le PER est, je vous le rappelle, avec une sortie 100% en capital. Donc finalement, via ce petit chemin, cette succession de ce double transfert, finalement, on passait d'un dispositif qui était 100% en rente à un dispositif, le PER, qui était 100% en capital. Donc ça, c'était possible jusqu'au 1er octobre 2020. Et maintenant, c'est terminé. Mais il y a un autre transfert qui est toujours possible jusqu'à fin 2022, lui, et qui est également intéressant. C'est pour un transfert d'une assurance vie. Alors, une assurance vie qui a plus de 8 ans. Vous savez ou pas, en tout cas, je vais vous l'apprendre si vous ne le savez pas, l'assurance vie, il y a un abattement pour les assurances vie qui ont plus de 8 ans sur les plus-values. Donc, en fonction de si on est seul ou en couple, évidemment. Et il y a un abattement sur les plus-values qui ne va pas être soumis à l'impôt sur le revenu. Alors, c'est soumis aux prélèvements sociaux, mais pas à l'impôt sur le revenu. Cet abattement va être doublé si on est dans le cadre d'un transfert d'une assurance vie vers un plan d'épargne retraite. Donc, le scénario en fait, où il y a vraiment un intérêt particulier jusqu'à la fin 2022, c'est si vous avez une assurance vie qui a plus de 8 ans, qui était destinée à la retraite, ou en tout cas d'une partie était destinée à la retraite, qui a déjà des plus-values que vous voudriez un petit peu sécuriser, ou en tout cas vous voudriez payer, on va dire, avec un peu d'avance la fiscalité qui est liée à ces plus-values pour avoir un petit avantage. Vous transférez l'assurance vie vers le PER, pardon. Vous avez l'abattement classique de l'assurance vie et vous avez cet abattement qui va être doublé dans le cadre du PER, de ce transfert vers le PER. Ce qui fait que sur ce que vous avez versé,
Cette fois-ci, vous repartez à zéro, plus de plus-value sur le PER, évidemment, on repart pour un tour. Et donc, finalement, vous avez payé votre fiscalité de l'assurance vie avec un abattement supérieur à ce que vous auriez eu si vous attendez de la débloquer au moment de la retraite. Donc ça, c'est une opportunité qui est jusqu'à fin 2022. Autre avantage à garder en tête, donc là on est en octobre et il reste quelques mois avant la fin de l'année, on commence à avoir une bonne visibilité sur la rémunération de l'année et donc sur la fiscalité de l'année. Et parfois on a des petites surprises, alors des fois on a essayé de l'optimiser, soit avec un Girardin, soit avec du capital investissement. Donc au passage, je vais faire des webinaires également sur ces deux dispositifs, donc je vous invite à les suivre. Mais on peut se trouver en fin d'année, il reste un petit peu de fiscalité à payer, on a envie de l'optimiser, on peut le faire avec un versement sur un PER. Donc ça, typiquement, c'est les derniers moments pour le faire sur 2020. Les investissements 2020 impactent vos revenus 2020 et le tout sera déclaré dans votre déclaration en mai 2021. Donc là, c'est le moment un petit peu de tenir les comptes sur votre fiscalité et de voir s'il n'y aurait pas un avantage à le faire, à faire un versement sur votre PER en cette fin d'année. Alors évidemment, tout en gardant en tête ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la déductibilité à l'entrée par rapport à la déductibilité à la sortie. Et enfin, dernière opportunité, alors qui est une opportunité finalement qui sera valable, elle, indéfiniment dans le temps. Comme je vous donnais sur mon exemple, plus on investit tôt, finalement, plus on va pouvoir bénéficier de ce facteur temps. Et donc, mettre en place dès aujourd'hui une épargne pour sa retraite, c'est finalement essayer de maximiser cet effet des intérêts composés. Donc, quel que soit votre âge, si vous n'êtes pas encore à la retraite, c'est l'occasion de commencer peut-être une épargne dans cet objectif. Pas forcément besoin de mettre des gros montants, mais plus on s'en soucie tôt et plus on va pouvoir utiliser ce levier temps avec efficacité. Je suis pile poil dans les temps, grosse performance. Merci à tous pour ce webinaire, de m'avoir écouté. Je vais couper dans quelques instants l'enregistrement pour pouvoir prendre les questions, qu'on discute un petit peu tous ensemble. Je vous invite de nouveau à aller sur mon profil LinkedIn si vous voulez voir les prochains webinaires. Donc, la semaine prochaine, il me semble que c'est sur le capital investissement, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et je vais également me permettre de vous envoyer un petit questionnaire sur vos adresses mail, simplement pour que vous m'indiquiez si ce webinaire a bien répondu à vos attentes. Merci à tous et en avant pour les questions. Alors, j'ai arrêté l'enregistrement. Je vous laisse rallumer vos micros si vous le souhaitez. Et je vais aussi mettre le chat si c'est plus facile pour certains. Et donc, je suis à votre entière disposition pour les questions. Ou autres d'ailleurs. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. J'ai une question. Dans quel véhicule ou instruments financiers sont investis ce qu'on met dans un PER? Et quelle est l'entité qui gère ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le PER, c'est une enveloppe. D'accord? Donc, cette enveloppe, elle est gérée, en l'occurrence, soit par une banque, soit par une assurance. Comme une assurance vie. Une assurance vie, c'est une enveloppe qui est gérée soit par l'assurance, soit par la banque. Au sein du PER, on va mettre des fonds. Donc, les fonds, il y a plein de fonds différents. Il y a des fonds en actions, il y a des fonds en obligations, il y a des fonds qui sont plus dédiés sur l'immobilier. Il y a toute une série de fonds qui vont permettre justement de choisir son allocation d'actifs en fonction de son horizon de temps. Donc là, après, on rentre dans des choses un peu plus techniques, mais il faut considérer que c'est comme sur une assurance vie, des fonds simplement dans lesquels tu vas investir ton plan d'épargne retraite. Ok, merci. Donc en fait, ça dépend de l'entreprise avec qui elle est partenaire, en fait, de mon employeur et qui il a ouvert le PER. Alors, si on parle de PERCO, si tu parles d'entreprise, c'est qu'on est sur un PERCO ou PERE. Mais bon, prenons le cadre d'un PERCO qui va être le plus courant. Effectivement, le PERCO va être ouvert par ton entreprise.
Donc, le PERCO va aller voir un assureur, par exemple, et cet assureur va lister des fonds qui peuvent être sélectionnés par ses salariés. C'est exactement pareil. Lorsque tu vas ouvrir si tu ouvres un plan d'épargne retraite individuel, cette fois-ci, tu vas choisir une banque, tu vas choisir un assureur qui va te permettre d'avoir différents fonds. Ah, ok, je comprends mieux. Ok, je comprends mieux, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonsoir Sébastien. J'ai une question par rapport au dispositif de retraite à récupérer soit comme une rente ou les dispositifs retraite qu'on récupère en capital. Quel est l'équilibre pour bien s'en sortir Voilà, après, l'équilibre entre sortie en rente ou sortie en capital? Oui, exactement. Quel est Là, l'avantage et l'inconvénient de chacun, par exemple? c'est vraiment un choix. En fait, c'est tout simple. La rente, elle va être donnée à vie. Donc, il y a forcément, si tu vis jusqu'à 200 ans, c'est plus intéressant d'avoir une rente qu'un capital. A contrario, si tu passes en retraite et que le lendemain tu décèdes, je ne le souhaite pas, je le souhaite à personne, mais du coup, là, évidemment, la sortie en rente n'a aucun intérêt puisque tu n'as rien récupéré par rapport au capital que tu avais. Donc, quelque part, plus tu décèdes tôt, plus tu as un intérêt à sortir en capital, plus tu décèdes tard, plus tu as un intérêt à sortir en rente. Globalement, les calculs sont faits pour que l'équilibre se fasse sur l'âge moyen, sur l'espérance de vie, en fait, tout simplement. Donc, logiquement, il n'y a pas d'intérêt à ce niveau-là. Après, c'est à toi de savoir si tu le sens bien ou pas. Mais généralement, ce qui ressort en fait de la volonté des Français, et c'est pour ça que le plan d'épargne retraite a évolué en ce sens, ce n'est pas une obligation de sortir en capital, je n'ai peut-être pas bien précisé, c'est une possibilité. C'est qu'il y en a beaucoup qui souhaitaient pouvoir disposer de cette épargne retraite. C'est-à-dire que tu as capitalisé de l'argent, tu as envie à la retraite de pouvoir en disposer un peu comme tu veux, de ne pas subir la rente, quitte à te la recréer toi-même. Mais le fait de sortir en capital permet de mieux maîtriser ce qu'on va faire finalement de ce capital qu'on a épargné pendant toute la durée où on était actif. Donc, il y a un plébiscite, on va dire, pour une sortie en capital. C'est ce qui fait que les produits sont orientés vers ça. Mais après, à toi de décider ce que tu veux faire. Tu gardes la main dessus. Heureusement que j'ai la photo de Gaëtan quand même, parce que sinon je me sentirais seul. Là. Je ne vois que moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on est comme objectif d'avoir des placements risqués, parce qu'on se dit qu'on a un horizon de temps assez long, est-ce que c'est, parce que moi pour l'instant je connais que le PEA, est-ce que le PER est quand même ouvert à des placements risqués, genre par exemple des fonds 100% Nasdaq, ou alors c'est pas possible, il n'y a aucune banque qui fait ça? Alors, je ne sais pas s'il peut y avoir des fonds de 100% Nasdaq. Je ne crois pas. En tout cas, dans le PER que je propose, il n'y en a pas. Je ne crois pas en tout cas. Mais par contre, des fonds risqués, oui, tu peux en avoir. Ça, t'inquiète pas. Je peux même te conseiller des fonds très risqués si tu veux. J'en ai quelques-uns en tête. En fait, sur l'échelle de l'AMF, il y a une échelle qui est déterminée par l'AMF, une échelle de risque qui va de 1 à 7. Donc 1, c'est le plus sécurisé, 7, c'est le plus risqué. Sur un PER, vous pouvez avoir des fonds qui vont de 1 à 7. Donc, vous allez pouvoir soit aller sur du sécurisé, soit aller sur du risqué. Et justement, comment on va déterminer si vous allez être plus sur du risqué ou plus sur du sécurisé? Ça va dépendre de deux choses. La première chose, évidemment, c'est votre profil d'investisseur. Il y en a certains sont plus dynamiques que d'autres. Et la deuxième chose, c'est l'horizon de temps. Si votre horizon de temps, c'est 2 ans, vous avez intérêt à sécuriser au maximum parce que vous savez que dans 2 ans, vous voulez récupérer l'argent. Ce n'est plus le moment de prendre des risques. Ce n'est pas le moment où on va gratter sur les intérêts composés. Par contre, si vous avez 20 ans devant vous,
Là, ça vaut peut-être le coup d'aller sur quelque chose de plus dynamique, d'un peu plus risqué, parce que on sait que dans le temps, toute la volatilité va quand même plus sur une tendance croissante qu'autre chose. Ou en tout cas, il y a plein de mécanismes qui font qu'on peut bénéficier en plus de la volatilité des marchés. Donc, globalement, sur un horizon long terme, on va pouvoir se permettre d'être un peu plus dynamique, surtout en utilisant 2-3 bonnes pratiques de l'investissement. Ok, merci. Donc, en fait, un PER, ce n'est pas forcément pépère, ça peut être dynamique. Tout à fait. PER ne rime pas avec pépère. Je vais me le garder en prochain slogan. Oui, c'est des a priori qu'on a. Enfin, je ne suis pas non plus très jeune, mais je pensais, moi, PER, c'était vraiment des trucs un peu, on va dire, pépère, voilà. Mais en fait, non, il y a moyen de vraiment gérer dynamiquement un truc intéressant en mode action et des fonds sympas, quoi. Alors, il faut comprendre que le PER, comme le PEA, comme l'assurance vie, ce sont des enveloppes fiscales. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va mettre dedans. On peut faire un PEA. Moi, dans mes conseils, les PEA, je vais plutôt les préconiser pour les mettre un peu risqués, pour faire un peu plus du stock picking, donc choisir des actions, etc. Donc c'est plus quelque chose qui porte du risque. L'assurance vie, on va pouvoir aller sur quelque chose de plus cool, justement, ou un peu plus risqué, sans se prendre la tête sur du stock picking, justement. Mais on peut tout faire. On peut faire un PEA qui est très sécurisé, un PER qui est hyper dynamique, et finalement aller contre les a priori qu'on pouvait avoir sur ces dispositifs. Autre question pour moi, Sébastien, c'est Stéphane. Au sujet des transferts de PERCO vers un PER, si le client est encore salarié, l'investisseur est encore salarié dans l'entreprise et qu'il possède un PERCO, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une durée, on va dire qu'il y a une espèce de fréquence à laquelle on peut retransférer ces sommes du PERCO vers le PER? Comment ça fonctionne? À ma connaissance, tu ne peux pas si le PERCO est encore en cours. Ok. Comme ça, c'est simple. Merci. Après, sur les transferts, vous avez vu que le but, c'était de… Gaëtan AG, à l'oreillette, on me dit qu'on peut tous les 3 ans. Tu peux prendre la parole, Gaëtan, peut-être? Ouais, je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, je crois que c'est ça. On peut vérifier, mais même si tu es encore dans l'entreprise, tu peux faire un transfert, mais seulement tous les 3 ans. Voilà. C'est la règle. À vérifier, cela dit, puisque je ne suis pas une référence, mais j'ai entendu ça. Voilà. Et c'est sur le compartiment 3 où tu peux pas tant que tu es dans l'entreprise, c'est ça? Très bonne question. Là, je ne sais pas du tout. Je sais. En gros, tout a été fait pour qu'il puisse y avoir des transferts entre les différents dispositifs. Après, effectivement, c'est un dispositif qui date de l'année dernière. Moi, personnellement, j'ai regardé plutôt les transferts des choses qui m'intéressaient. Je ne maîtrise pas encore tout. Je sais qu'il y a des particularités, effectivement, sur chacun. Tu vois, PERCO tous les 3 ans. Maintenant, je le saurai. Ouais, c'est ça, je viens d'utiliser notre ami Google et c'est confirmé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, est-ce qu'il y a des notions de réversion, de trucs comme ça, si on décède avant la retraite? Ce qu'on a vu dans le PER, c'est perdu. Alors, il y en a, pareil, je ne maîtrise pas, je ne connais pas tout par cœur, donc je préfère pas dire de bêtises. Mais si tu veux, Alexandre, on pourra regarder un peu plus en détail. Ok, merci. En tout cas, ouais, le fait que tu ne saches pas déjà, ça indique que c'est pas simple. Si, ça l'est, c'est que c'est juste que c'est un domaine que je connais peut-être un peu moins. Mais évidemment, c'est possible. Le but de la retraite, notamment sur une sortie en rente, ça va être de pouvoir aussi protéger conjoint survivant, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire. D'accord, merci. Je vous propose de clôturer ce premier webinaire. Merci à tous pour votre présence. Ravi de vous avoir tous vus. C'est pas aussi sympa qu'une vraie conférence. En tout cas, ravi pour tout ça et j'espère vous voir sur les prochains webinaires.
de nouveau, n'hésitez pas à en parler. Vous avez vu que sous 30 minutes, on pouvait apprendre plein de choses. Et c'est des choses qu'on ne sait pas forcément et pourtant qui sont très intéressantes, quelle que soit notre situation, qu'on pense à la retraite ou pas. Je pense que c'est des choses qu'on devrait connaître. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais lire les messages en privé qu'on m'envoie et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée, merci. Salut Seb.